Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. C'est la reine du monde de l'influence engagée. Sa mission, diffuser des valeurs progressistes avec l'aide de ses talents influenceurs. J'ai l'honneur de recevoir Perrine Bon au micro d'Épicéa. Salut Perrine, comment ça va ? Salut Laurie, ça va très bien. Alors, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Et pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que la petite Perrine, elle avait déjà le feu en elle comme maintenant ? Est-ce qu'elle était déjà engagée ? Alors, je dirais oui et non. Oui, en un sens parce que, on va dire, pas l'engagement tel que je le vois aujourd'hui, mais j'ai la chance quand même que mes parents étaient un peu conscients de 2-3 trucs. On n'était pas une famille militante, activiste, ni politisée. Mais comme on vient de la montagne, voilà, c'était un peu genre on fait attention à l'environnement, on se renseigne sur les glaciers, sur le côté justice climatique, en tout cas, il y avait vraiment un truc qui était ancré de par l'endroit d'où je viens. Sur tout le reste, pas vraiment. Et puis, on n'en parlait pas trop. Mais je pense que à l'intérieur de moi, il y avait quand même un truc. Mon histoire personnelle, elle est très liée à mon anxiété, genre depuis toujours. J'ai toujours eu énormément d'anxiété et du coup, aujourd'hui, me rends compte que c'était beaucoup lié au monde extérieur, à ce que je pouvais voir et tout. Donc, je dirais pas qu'à ce moment-là, j'étais engagée, mais en tout cas, je pense que depuis très longtemps, je sentais qu'il y avait un truc qui me plaisait pas de ouf. Et qui me déclenchait de l'anxiété ou une espèce de mal-être, quoi. Donc, c'est pas déjà être engagé, mais je pense que c'est un peu les prémices. En tout cas, je sais que c'est mon anxiété qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Et je sais que la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse, j'avais 2 ans. Donc, voilà. Ouais. Ah ouais, t'as commencé tôt l'angoisse, Ouais, c'est nickel. je suis early adopter des crises d'angoisse. Et du coup, comment t'as compris petit à petit, alors probablement pas à 2 ans, mais comment t'as compris petit à petit qu'en fait c'est ça la source de ton engagement et que ça faisait brûler, j'imagine, ce feu en toi, ce feu qui déteste l'injustice. Moi, je le vois au quotidien, c'est quelque chose que tu détestes, quoi. Comment ça a grandi ça ? Comment t'as fini par le conscientiser ? C'était enfant, ado ? Pendant tes études, comment c'est venu ? C'était bien après. En fait, je l'ai conscientisé très tard. Je dirais il y a peut-être 5-6 ans. Donc, vraiment, début de ma vie adulte, entre guillemets. En fait, donc, j'ai vécu en parallèle de cette anxiété un peu toute ma vie sans trop la questionner. Autant, voilà, elle était là, j'essayais de faire, je voyais des psys et tout, bref, voilà. Mais je me demandais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je me demandais comment vivre avec ou comment la vaincre. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc après mes études, moi j'ai fait des études en communication, donc marketing, etc. J'ai commencé à travailler dans la publicité. Et je pense qu'à ce moment-là de ma vie, mon anxiété commençait à se dire en fait ça suffit, en fait ça fait des années qu'on veut te dire quelque chose et que tu n'écoutes pas, et donc en fait ça a commencé à devenir vraiment ingérable en début de ma vingtaine, quand j'ai vraiment commencé à travailler et que j'ai évolué dans le monde de la pub. Le combat contre mon anxiété il devenait beaucoup plus vénère, et en fait du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment pas la combattre, mais comment l'écouter et comment essayer de savoir d'où elle venait, vivre avec, etc. Et en fait, c'est du coup là que je me suis dit que j'allais commencer l'activisme, parce que voilà, en travaillant sur moi et tout, je me suis rendu compte que en fait, c'est quelque chose que j'avais plus ou moins au fond de moi. Tout à l'heure, on parlait de l'enfance. Je sais, j'étais dans le conseil municipal des jeunes et des enfants et tout, donc c'est pas exactement l'engagement au sens quand même d'aujourd'hui. Oui, mais c'est juste j'avais envie de faire des trucs pour les autres.
Enfin, je sais pas. Tous les enfants sont pas dans le conseil municipal des jeunes. Ouais, mais moi j'avais un petit syndrome de première de la classe aussi. Je pense qu'il y avait un côté de moi qui était en mode je vais faire plaisir à mes parents. Et un côté de moi qui était en mode bon, franchement, si je peux planter des arbres et faire des samedis où tous les enfants ils peuvent jouer ensemble, c'est cool. Je pense que ça s'arrêtait là, mais. Bref, mais donc j'ai commencé vraiment l'activisme, quand j'avais 20 ans. Et je me suis vraiment épanouie dedans, notamment au début plutôt dans la partie féminisme, parce que je trouvais des gens avec qui je pouvais partager les trucs qui me rendaient anxieuse et tout. Et en fait, du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que l'activisme pouvait être une réponse à mon anxiété et que donc je pouvais peut-être arrêter de la combattre, plutôt la solutionner et en faire un moteur. Donc, je dirais que vraiment la prise de conscience, elle a été entre 20 et 25 ans. Donc, il y a vraiment pas si longtemps, en fait. Parce qu'avant, ça faisait pas spécialement partie de ma vie. Et dans ma famille, on n'est jamais allé en manif. On regarde les élections présidentielles, quoi, comme tout le monde, mais ça s'arrête un peu là. Donc, c'est dans moi, ma construction en tant qu'adulte, que j'ai vraiment fait rentrer ça. Et du coup, tu dis que tu commences l'activisme vers tes 20 ans et en parallèle, tu bosses dans la pub. Ouais. Comment c'est la dissonance cognitive à ce moment-là ? Au début, je me dis que ça peut coexister. Pendant longtemps, d'ailleurs, je me dis que ça peut coexister. Voilà, le jour, je fais de la pub, j'alimente le capitalisme et le soir, je vais faire des collages dans la rue pour... Mais en fait, je pense que du coup, comme mon activisme, il a commencé tard et tout, la construction de la conscientisation, que tout est lié, de l'intersectionnalité, etc., elle arrivait aussi un peu tardivement pour moi. Quand j'ai eu accès aux ressources, quoi. Et donc, en fait, les premières années, je voyais pas vraiment le lien entre, je travaille pour Renault la journée, et puis le week-end, je fais des manifs pour le climat, tu vois. J'étais un peu en mode... Ouais, je peux être cette personne. Et en fait, petit à petit, en rajoutant des briques, effectivement, c'est devenu trop compliqué pour moi. Et du coup, c'est dans ma toute dernière agence où vraiment, là, je sentais que la dissonance était super forte et que je le vivais beaucoup trop mal. Mais en fait, le fait est que je suis restée bloquée pendant tout un temps parce que j'aimais quand même bien... donc moi, j'étais influence manager dans la pub. Donc je travaillais avec des influenceurs et j'adorais, et j'adore toujours, c'est plus ou moins toujours mon métier, j'adore ce métier, j'adore ce taf, j'adore Internet. Moi, j'ai grandi sur Internet et tout, et ça me plaisait trop. Donc, quitter la pub, en fait, ça me terrifiait un peu parce que j'avais peur que ça veuille dire quitter l'influence, alors que c'est un milieu dans lequel je m'épanouis grave. Donc ça a mis du temps, trop de temps, mais voilà. Tu faisais quoi comme OP à ce moment-là, si tu peux dire? Oui, je pense que je peux dire. Je sais pas, je travaillais pour Samsung, je travaillais pour KFC. KFC, c'était très marrant parce qu'en plus moi j'étais déjà végétarienne, donc c'était plein de trucs comme ça qu'aujourd'hui je regarde et je me dis mais ça n'avait aucun sens de faire ça. Mais sur le moment, c'était pas assez conscient. Donc, je faisais des grosses campagnes qui coûtaient super cher juste pour vendre des téléphones et des nouvelles télés qui tournent et des trucs comme ça. Mais en fait, la partie créative me plaisait vraiment, vraiment trop, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je faisais un peu l'impasse sur le côté valeur que j'ai plus aujourd'hui. Et les gens étaient comment ? Parce que t'as gardé plus ou moins le même métier, tu vas expliquer, mais t'as quand même changé de personne avec qui tu le pratiques, il me semble. En tout cas, majoritairement. Les gens, ils étaient comment ? Parce qu'on a cette vision des influenceurs plus mainstream, peut-être parfois même des personnes qui font de la télé-réalité. On a cette vision pas très approfondis, qui font des choses sans parfois trop réfléchir sur pourquoi elles les font, très attirés par l'argent. Et là, je dis un stéréotype, j'en suis très consciente, mais comment c'était de travailler dans ce milieu-là ? Est-ce que j'ai tort déjà ? Est-ce que ce stéréotype est complètement faux ? T'as ni tort ni raison, les influenceurs, il y en a plein. Donc en fait, il y a des gens qui se comportent comme ça, il y a des gens qui se comportent très bien, il y a des gens qui sont responsables, il y a des gens qui sont engagés, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui arnaquent les gens. Donc, ouais. C'est comme la population, quoi. Ouais, franchement, les influenceurs, c'est vraiment un reflet des gens, parce qu'il y a des influenceurs dans tous les milieux. En vrai, quand tu fais de l'influence, il faut un peu apprendre à prendre sur soi.
et à gérer des égos. Moi, c'est ça ce que ça m'a appris, quoi. Ouais, parfois tu tombes sur des gens pas polis, mais vraiment pas polis, voire très mal polis, et tu dois quand même sourire. Enfin, des trucs classiques, mais je pense que des trucs que peuvent vivre aussi des chauffeurs VTC ou des serveurs dans des 5 étoiles, tu vois. C'est genre, dès que t'es un peu confronté à des gens qui ont un peu de pouvoir, bon, bref. Voilà. Sauf que dans le cas de l'influence, tu peux... Enfin, c'est trop bizarre. J'avais une vie où il m'arrivait des trucs où j'étais sur des péniches à boire du champagne avec des influenceurs et tout. Et je croyais que j'aimais bien. Mais en un sens, pendant un temps, j'aimais bien. Mais ouais, c'est un milieu en vrai, que j'aime encore beaucoup. C'est juste que maintenant, j'ai identifié les gens de ce milieu avec qui je ne veux plus travailler. Et le reste... du coup, moi, je suis quand même très contente parce que quand moi, j'ai fait le shift de l'influence traditionnelle à l'influence plus engagée, il y a des influenceurs qui m'ont suivi là-dedans et qui ont suivi ce que j'ai fait et qui, du coup, ont eu des prises de conscience et tout avec moi, grâce à moi. Donc, franchement, c'est trop cool. Et juste, ouais, il y a des gens, et même, il y a des red flags, tu vois. Maintenant que, je sais ce type d'influenceur, c'est même pas la peine que je lui parle de justice sociale et du concept de privilège, parce qu'on va aller nulle part. Donc, en fait, je vais juste pas y aller, puis basta. Du coup, tu switches et donc tu quittes l'agence dans laquelle tu bossais et directement tu montes la tienne. Comment ça se passe en fait ? Alors, déjà, quand je quitte l'agence dans laquelle je travaillais, je vais vraiment pas bien. Parce que je suis complètement perdue dans ce que je veux faire dans la vie et tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimais quand même bien l'influence, donc je me dis, je vais me mettre en freelance. En fait, comme beaucoup de gens dans la pub, quand on arrête la pub, on devient freelance, quoi. On fait la même chose, mais à notre compte, et on croit que ça va nous donner toute la liberté qu'on veut. C'est pas vrai. Donc je me dis ça, et puis je fais 2-3 campagnes en freelance et tout, et puis en fait, je suis très vite confrontée au même problème. Et après, rapidement, je rencontre les gens d'une structure en France qui s'appelle On est prêt, qui bosse beaucoup du coup sur la justice climatique et qui me propose de faire en fait le même métier, donc influence manager, mais pour leur campagne, donc des campagnes sur la justice climatique. Et du coup, ça me fait un petit tilt dans mon cerveau où je me dis, putain, mais en fait, je pourrais me spécialiser là-dedans parce que j'ai vraiment les deux casquettes, quoi. J'ai la casquette d'activisme où je sais comment ça marche et où j'ai envie d'apprendre et d'aller plus loin. Et j'ai mes 8 ans d'agence de pub pour l'influence. Donc, du coup, je me spécialise un peu plus là-dedans. Donc, je prends cette mission avec On est prêt. Puis, je commence à apprendre d'autres missions sur des campagnes engagées. Au début, beaucoup de climat parce qu'il faut dire que c'est quand même le milieu dans l'engagement où il y a le plus d'argent. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que genre dans l'antiracisme et tout. C'est encore plus compliqué. Donc, le climat, c'était un peu le seul endroit où ils avaient la possibilité d'explorer ça. Moi, comme je t'ai dit, je viens d'un endroit où ça me parle et tout. Donc, j'étais en mode OK. Et puis, petit à petit, en fait, je me rends compte que ça intéresse des gens, que ça intéresse des assos et que je peux aussi explorer d'autres terrains qui, moi, me parlent. Donc, plus des terrains de justice sociale, de droits humains, voire de politique. Donc, je me dis, bon, j'ai besoin d'aide. J'embauche une personne pour travailler avec moi. Et on monte le truc un peu comme ça. Mais en fait, ça n'avait jamais été dans ma tête une agence. C'est moi et mon petit parcours et des gens que je rencontre. Et voilà. Un jour, on est 2. On se dit, bon, on va lancer un compte Insta. Donc, on lance un compte Insta. Il s'appelle Perinaem à ce moment-là parce que j'avais pas d'ambition d'avoir une agence, quoi. Donc, j'étais juste en mode, je sais pas, ma société s'appelle Perinaem parce que je suis freelance et je lui ai donné mon nom. 3 ans plus tard, en fait, on est 5, 6, ça dépend des moments. Et on est vraiment une agence et on a vraiment un nom et tout ça. Mais ça s'est vraiment fait, je dirais pas par hasard parce que c'est pas un hasard que moi je me retrouve là avec le parcours que j'ai eu. Mais j'y suis allée go with the flow, quoi. Plus ça. Et t'as kiffé tout du long? Ouais, oui, en vrai, oui. C'est que ça m'a du coup confrontée à des choix que je pensais pas que j'allais devoir faire dans ma vie professionnelle. Tu vois, par exemple, quand j'ai quitté On est prêt, c'était pour des raisons il y avait des divergences. Et du coup, ça me mettait face à des choix que j'étais très bien capable de faire dans ma vie perso, mais pas dans ma vie pro. Parce que du coup, juste là, ma vie pro, c'était genre... j'ai gagné un salaire, je fais des campagnes créatives, c'est marrant, quoi. Là, du coup, j'étais face à... OK, maintenant, tu prends des décisions qui vont forger
l'image de qui tu es dans le monde professionnel, parce que maintenant, l'engagement, c'est plus juste ta vie perso, c'est aussi ta vie pro. Donc ça a été un truc que j'ai dû apprendre. En vrai, j'ai kiffé et je kiffe encore, tu vois. C'est juste que là, le monde dans lequel on vit, il est très angoissant. Et comme moi, du coup, aujourd'hui, c'est 100% de mon travail qui est dédié à des missions pour ça. Parfois, c'est un peu dur parce que voilà, on galère tous, on n'a pas de thunes, on ne sait pas ce qu'on fera dans 6 mois ou dans 1 an, on ne sait pas si nos structures elles vont pouvoir continuer à exister, etc. Donc, c'est plus ça qui est dur. Mais ce qu'on fait, moi, je suis trop contente. J'ai inventé mon métier. C'est trop bien. Et ça te permet d'être aligné 100% avec qui tu es, quoi. Parce que ce que tu fais et tes valeurs, c'est... Tu parles de tes valeurs, tu vis pour tes valeurs toute la journée. Et c'est tes valeurs qui payent ton loyer, quoi. Ouais, c'est assez ouf. Et d'ailleurs, on me l'a déjà reproché, hein, en mode... c'est pas des éléments qui doivent être intégrés dans un système capitaliste avec lequel on fait de l'argent. Et qui est un discours que je peux entendre et comprendre, tu vois, genre qu'il y a des choses qui restent du militantisme et que du coup, ça dérange des gens qu'on le mette dans un format d'agence. Je comprends très bien. Mais oui, aujourd'hui, moi, c'est ça ma vie parce que c'est ça que je veux faire. Et en fait, au-delà de c'est ça que je veux faire, je pense être assez efficace dans ce que je fais. Et donc, du coup, ça fait avancer mes combats. Donc, c'est trop bien. Et comme je dis tout le temps, je ferai sûrement pas ça toute ma vie. Et si à un moment, je suis plus efficace, j'arrêterai. Mais juste là, tout a convergé vers ce format-là que je suis en train de tester. Et il se trouve qu'en plus, il fait avancer les combats qui me tiennent à cœur. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant, qu'il y a des personnes qui peuvent penser qu'en effet, des choses doivent rester du militantisme et que du coup, on ne peut pas mettre un modèle monétaire là-dessus. Je ne sais pas si je suis 100% alignée avec ça parce que comment on fait alors les gens ils vont être crevés à la fin si c'est que du militantisme, si c'est que du à côté, et je suis extrêmement bien placée pour le savoir, si à un moment on n'a pas c'est que du temps en plus de notre job, en plus de nos 40 heures semaine, il reste pas beaucoup d'heures. Après, on est crevé, donc on fait ça 6 mois, 1 an, et puis on le fait plus parce que juste on n'en peut plus. Moi, j'en vois tout le temps des activistes qui arrêtent parce que vraiment juste ils en peuvent plus et qu'ils ont envie de voir autre chose. Et comme tu dis, c'est un milieu qui parfois peut être super anxiogène. Donc je peux comprendre, comme toi, je pense, la remarque. Et en même temps, je sais pas si je suis d'accord avec parce que c'est un peu voué à l'échec. Ouais. Dans un système capitaliste. Si on n'était pas dans un système capitaliste, je l'entendrais évidemment. En fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est une grande question, mais qu'on se pose très souvent, qui est est-ce qu'on a envie d'être efficace ou est-ce qu'on a envie d'être parfait ? Et en vrai, on oscille. Parce que parfois, on a envie d'être plutôt efficace. Parfois, on a envie d'être plutôt parfait parce que c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur et que c'est trop important pour des raisons historiques ou éthiques. Voilà, moi, j'oscille entre ça. Et du coup, je sais que dans un monde parfait, mon agence n'existerait pas. Et ça serait... Et tant mieux. Très bien sûr. Mais moi, je rêve d'être barista. Hein. Moi aussi, dans un monde parfait, je lis un livre en buvant un thé glacé et je vais pas me taper à 8h du mat devant la commission pour poser des questions sur les PFAS. Hein. Clairement, c'est que, genre, on a la chance d'avoir la dispo mentale, émotionnelle et tout ça pour le faire. Et financière, de ouf. Mais oui, sinon, on ferait autre chose. Hein. Nous non plus, je pense que ça nous amuse pas plus que ça. Après, moi, j'aime bien quand même la partie créativité de mon boulot, pouvoir justement avoir de nouvelles idées créatives sur des thématiques qui servent à tout le monde. Ça, c'est cool. Mais bref, pour revenir à ton point, je sais pas si je suis d'accord non plus. Disons que je pense que c'est vraiment un questionnement que je comprends, dans le fond. Juste là, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment c'est possible. J'adore en parler, parce que peut-être un jour, quelqu'un va me donner une solution. Donc... Ouais, j'ai pas en tout cas. Désolé. Parce que je suis plutôt alignée avec toi que c'est génial de faire des choses avec pas de retour financier. Je le fais très souvent et je suis hyper alignée avec ça. Mais à un moment, tu peux pas faire que ça. Sinon, tu manges pas, tu payes pas ton loyer et tu peux juste pas survivre dans le système qui est le nôtre actuellement. Mais j'espère qu'un jour, comme tu dis, ce sera derrière nous. Ah, j'espère. Bon, on n'est pas parti pour, mais bref. Mais on y travaille. Oui. Du coup, l'agence actuellement, elle gère, comme tu les appelles, je pense, des talents. Ouais. Comment tu les sélectionnes, tes talents ? Alors, comment je les sélectionne ? C'est du cas par cas. En fait, moi, mon objectif, c'est de pouvoir représenter des gens qui... Enfin, représenter. Bon,
pouvoir avoir des talents ou des influenceurs ou des créateurs de contenu, en fait, je m'en fiche un peu du terme, juste qu'ils soient effectivement engagés sur des valeurs qu'on appelle aujourd'hui progressistes, mais surtout qui soit une représentation dont on a besoin, une voix qu'on a besoin d'entendre, qui apporte quelque chose de nouveau et d'efficace aussi, quoi. Donc, en fait, c'est ça mes critères. Donc, c'est pas vraiment des critères, tu vois, je peux pas mettre dans une grille et tout. Mais on va dire que moi, parfois, je vois des profils et je vois 1, 2, 3 contenus, je suis en mode, c'est brillant, j'aimerais en voir plus et en savoir plus. Donc, si moi, en tant que personne, j'ai envie d'en voir plus, d'en savoir plus et tout, je me dis que voilà, il y a un truc à creuser. Et après, la majorité, c'est des mails que moi je reçois de gens qui voient le concept de l'agence et qui ont envie de venir avec nous. Et alors là, je les rencontre, j'échange, j'essaye aussi de savoir un peu quelles sont les intentions. Et puis, je vois aussi en quoi je peux être utile. Parce qu'il y a juste parfois, je peux pas vraiment être utile, quoi. Donc, voilà, c'est un échange. Mais je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Ouais, c'est comme les gens qui viennent sur ce podcast. D'ailleurs, tes talents sont quasiment tous venus sur ce podcast. Ah ouais. Et je suis très fière. Et du coup, de l'autre côté, comment tu trouves, comment tu fais rentrer de l'argent dans l'agence? Comment tu choisis les marques, les ONG, les institutions? Comment tu décides, je vais bosser avec vous parce que... C'est quoi le parce que? Alors, nous, on a une charte. En fait, on l'utilise pas vraiment parce que c'est des trucs qui sont intégrés en nous, quoi. C'est des réflexes, des questions qu'on se pose sur l'impact des entreprises, des assos avec qui on travaille. On regarde aussi beaucoup, tu vois, genre le background un peu des gens, parce que c'est important, surtout dans le milieu des ONG, assos, où tout le monde a un peu fait de la politique, tout le monde a un peu fait du ci, du ça. Moi, j'aime bien voir si les gens ils sont là par conviction ou si les gens ils sont là... parce que c'était le poste de DIRCOM d'une grande ONG et que c'était intéressant, tu vois. Après, en réalité, on travaille avec peu de marques. Aujourd'hui, il y a une seule marque avec qui on travaille depuis très longtemps, c'est Ben & Jerry's, parce qu'ils sont vraiment sur le terrain et qu'ils donnent vraiment du temps, de l'argent et des ressources et que c'est pas des campagnes de com, c'est c'est de la vraie mobilisation. Donc, il y a que eux qu'on a comme partenaires depuis très longtemps. Le reste des marques, ça dépend. On regarde... on va regarder aussi si eux aussi ont une charte et si eux aussi... là, je parle plutôt des petites marques. Genre, parce qu'on est beaucoup contactés par des startups dans l'innovation et tout, machin. Et moi, je me méfie de ouf de ces gens. Parce que je veux toujours regarder, pareil, c'est quoi l'idée de base, où est-ce que ça va, est-ce que ça va être efficace aussi, tu vois, est-ce que c'est un truc qui peut... est-ce que c'est vraiment une innovation qui peut parler au plus grand nombre ou est-ce que ça va parler à 10 personnes à Saint-Gilles? Parce qu'en vrai, moi, j'en ferais peut-être partie des 10 personnes à Saint-Gilles, mais ça n'a pas vraiment m'intéresser. Donc, on va regarder un peu tout ça. On va beaucoup questionner aussi. Quand c'est des assos un peu moins, on va regarder les campagnes, on va regarder les influenceurs avec qui ils ont travaillé. Quand c'est des marques, on regarde, par exemple, c'est quoi vos moyens de production, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a déjà eu des scandales et si oui, est-ce que vous les avez réglés. On pose des questions assez frontales en fait pour s'assurer que voilà, on va pas on essaye au maximum de pas participer à un système qui va pas dans notre sens. Voilà. Et après, en vrai, je dirais quand même que c'est du cas par cas aussi, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des marques qui, la première fois qu'on discute, nous disent, on leur dit non, ça va pas le faire, vous êtes pas du tout assez carré sur ça et tout, et donc on se sent pas à l'aise, et qui reviennent après en ayant fait des efforts, quoi. Donc ça, c'est génial, parce qu'en plus, t'as de l'impact même avant d'avoir commencé à bosser avec eux, quoi. Ouais, après moi, ça, en soi, c'est pas mon taf. Non, mais sans le faire exprès, on va dire que t'as eu de l'impact, donc c'est quand même cool, quoi. Ouais, après, ça arrive une fois, mais bon. Toujours ça de prix. Ouais, ou 2. Bon, bref, pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, je suis hyper admirative de la campagne que tu as, que vous avez sur le long terme avec Ben & Jerry's, justement. Et je me demandais comment, étant donné que, vu que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, étant donné qu'ils sont liés à Unilever... Complètement. Je me demandais comment, justement, t'as mené la réflexion. Parce que c'est vrai que c'est la première chose, je pense, la première question que je me suis posée quand j'ai vu que vous travaillez avec eux. Mm-hmm. Et pourtant,
le contenu est incroyable. Et vraiment, après, je veux bien que tu expliques aussi comment une marque qui vend des glaces s'est dit « Je vais me battre pour les droits humains, je vais me battre pour les sans-papiers ». Comment ils sont arrivés à cette réflexion? Moi, ça me fout droit, c'est génial, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à cette réflexion, c'est que c'est dans l'essence. Alors, je ne suis pas du tout VRP Ben Jerry's, donc j'ai quelques infos en tant que leur agence, mais ce que je sais, c'est que Ben et Jerry, c'est des vraies personnes, et ces deux personnes sont activistes. Donc, de base, en fait, eux, ils ont créé une marque de glace parce qu'ils aiment bien les glaces, mais leur vraie vie perso, c'était d'être des activistes. Donc, en fait, ils ont toujours voulu, dans le développement de la marque et tout, garder cette notion-là. Et du coup, donc, ça se décline dans ce qu'ils appellent la mission sociale de la marque. Et voilà. Et en fait, nous, quand ils sont venus nous en parler, moi, honnêtement, je savais pas que ça existait. Je vois Ben Jerry's, je sais que c'est Unilever, je suis en mode, ouais, franchement, je sais, moi... mais la personne en question qui peut-être se reconnaîtra, qui est venue me chercher, elle me connaît. Elle connaissait un peu mes valeurs et tout, puis on avait des proches en commun, donc je me dis, bon, il doit y avoir un autre truc que j'ai pas compris, je vais essayer de discuter, de creuser. Et en fait, en parlant avec elle, je me rends compte que la marque... est aussi par essence engagée et que en fait tu vois là où une marque par exemple ce que tu pourrais reprocher à Ben Jerry's c'est genre je sais pas il y a du lait dans les glaces et potentiellement qu'effectivement la fabrication des pots de glace pollue, admettons. Ils ne vont pas essayer de faire des campagnes pour compenser ça. En fait, en parallèle, ils ont fait grandir leur pot de glace et leur crème glacée et leur mission sociale et leur activisme. En fait, ça a toujours été deux mêmes pièces, deux mêmes faces de la même pièce. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ça. Donc, déjà, c'est un truc qui est très différent des marques qui se sont construites sur un truc marketing et par-dessus qu'on rajouté une couche d'activisme parce que c'est un peu cool. Là, ça a toujours été en parallèle. Et ils essayent pas de justifier l'un avec l'autre, en fait. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Je pense qu'en plus, ils essayent de faire de leur mieux de tous les côtés parce que nous, en France, on parle beaucoup de droits des personnes réfugiées, mais la marque parle aussi de justice climatique et tout ça. Et donc, ils sont très conscients de beaucoup de choses. Et c'est une multinationale aujourd'hui, donc je ne peux pas dire que tout le monde est engagé dans l'entreprise. Mais en tout cas, ça fait partie de l'ADN. Donc bref, voilà, on en a discuté. Et après, moi, ce qui a vraiment été game changer sur cette collab-là, c'est qu'en fait, ils donnent... Enfin, tout ce qu'ils font, genre les campagnes, l'argent, la mobilisation et tout, c'est pour des assos. En fait, la marque... nous, on ne met jamais de gros logos Ben Jerry's, sur les trucs qu'on fait. C'est pas la marque qui est le porte-parole du truc. La marque est juste un amplificateur. Elle se pose comme... aujourd'hui, on est un objet de pop culture. On va utiliser ça pour parler de quelque chose. Surtout que aujourd'hui, tout le monde en France connaît Ben Jerry's, alors que les droits des personnes réfugiées, tu vois, c'est pas du tout un sujet universel. Donc, ils ont capté ce truc de on peut faire de la pédagogie avec notre objet de pop culture. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous pour voir comment est-ce qu'on pouvait allier ces deux choses et être le plus efficace possible. En fait, c'est encore une fois une question d'efficacité. Et comme la démarche, elle est sincère derrière, on s'est dit, go. Et en fait, franchement, je regrette pas du tout. Genre, ça se passe trop bien, on fait des campagnes de dingue, on fait des mobilisations. En fait, c'est une marque qui va interpeller des ministres. On va faire des goûters avec des jeunes mineurs isolés en France. On fait des mobilisations dans la rue. Tu vois, ça va pas être une pauvre campagne d'affichage qu'on va voir pendant un mois et qui va avoir zéro impact. Comme tu dis, ils font des glaces et à côté, ils parlent de droits des personnes sans papier, ils parlent de la problématique qui touche autour des réfugiés en France. Ouais. C'est fou parce que, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec les glaces. Et ils utilisent juste la plateforme qu'ils ont pour en faire un truc cool. Et vraiment, s'il y a un seul message que j'ai envie de faire passer dans cet épisode, c'est ça. Si vous avez une grosse plateforme, mettez-la à contribution au lieu de juste essayer de vous justifier pour les conneries que vous faites. Juste utilisez votre voix, utilisez vos millions d'abonnés et faites-en quelque chose, bon sang, quoi. Mais c'est clair, il y a trop de marques aujourd'hui qui ont... En fait, tu sais, il y a des marques, on appelle ça marque média, mais ça marche aussi avec marque influenceur, tu vois. Il y a des marques aujourd'hui, c'est des icônes. Et en fait, du coup, ils ont l'attitude pour faire ça. Mais juste, c'est une question d'oseille. Hein. Et aussi, ça demande un vrai investissement. Enfin, genre, chez Ben Jerry's, il y a une personne qui est dédiée à la mission sociale.
en France. Et il y en a une par pays. Ça demande vraiment du temps. Mais c'est pour ça que c'est une démarche qui vient pas d'un truc de washing. Et nous, quand on nous contacte, ouais, on veut faire une campagne pour parler de diversité, d'inclusion. Mais alors, en vrai, on est une marque qui est même pas capable de protéger ses employés. C'est bon. Non, merci, quoi. Ouais, non. Mais du coup, là, on a parlé de tes talents, des influenceurs et influenceuses avec qui tu bosses, de comment tu fais rentrer de l'argent dans l'agence. Mais tu fais aussi plein de campagnes, de projets sans budget. Enfin, ou alors, je ne sais pas où tu vas le chercher. Non. Notamment, comme la campagne sur les législatives en France l'année passée. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu t'es levé un matin et tu t'es dit, vas-y, je vais faire campagne? Je me suis pas dit ça, hein. Ça m'est tombé dessus. En fait, on avait travaillé sur un gros événement de formation d'influenceurs pour les élections européennes. Donc, c'était une journée à Paris avec 50 influenceurs français. On a parlé de tous les enjeux de la politique européenne et tout. C'était vraiment trop bien. Et c'est une journée, voilà, on a eu des super bons retours. Les influenceurs ont kiffé. Et du coup, j'étais en mode, trop bien, on peut peut-être investir un peu plus la politique et tout. Bref, élection européenne se passe. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et donc, notre cher président décide de dissoudre. Genre, tu sais, à la suite, quoi. C'était le même jour. Donc, dans le groupe avec les influenceurs avec qui je travaille, on parlait un peu des résultats. Puis, en un coup, il y a quelqu'un qui est en mode... Putain, les gars, il y a Macron qui est en train de dissoudre le gouvernement et tout. Et moi, je suis en mode, non. C'est pas possible, on sort d'une campagne. Bon, bref. Et en fait, du coup, on est tous là en mode... ok, donc là, il y a des élections dans un mois. Notre pays a majoritairement voté pour des gens d'extrême droite aux élections d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, avec ma partenaire de tout, qui est Chtam, donc qui est une créatrice de l'agence, mais qui est aussi ma meilleure amie. Qui est incroyable. Et donc, Matt me dit, tu veux pas qu'on réessaye, genre, toi, tu viens de faire un événement avec plein d'influenceurs, moi, si tu veux, je t'aide, puis on en parle avec les autres influenceurs de l'agence et tout, on est en mode, ok, bon, on fait un petit groupe, donc au début, on est juste entre nous, on est genre 6, et je leur dis, voyez si vous connaissez d'autres influenceurs qui auraient envie de faire des choses pour bloquer l'extrême droite. En gros, on a 1 mois pour bloquer l'extrême droite. Donc, est-ce que y a des gens qui veulent bien nous aider, quoi? Et qu'est-ce que j'avais pas fait? Il se trouve, je pense, en une journée, on était presque une centaine. Et à la fin, au total, il y avait 400 influenceurs dans le groupe qui étaient là pour prendre des infos, des ressources, partager des posts, faire du lien, essayer de prendre tout ce qu'ils pouvaient pour sauver un peu leur pays des mains de l'extrême droite dans un moment d'urgence. Je pense que cette campagne a été très contextuelle parce que il y avait un sentiment d'urgence. Il y avait vraiment un truc, c'est Snap Election. C'est genre, Macron a dit, on dissout, on a voté 1 mois après, tout le monde était en panique et tout. C'est comme ça qu'on a réussi à mobiliser autant de monde. Très honnêtement, je suis assez consciente que ça réarrivera plus dans un contexte un peu plus classique. Mais n'empêche que du coup, voilà, je me suis retrouvée avec tous ces influenceurs-là qui me faisaient confiance. C'était ouf. Même moi, sur le moment, je réalisais pas. En fait, j'étais en tout droit. J'étais en mode, ok, là, j'ai genre une armée et ils sont trop chauds. Et en fait, il faut que je sois carré pour leur donner les bonnes infos et qu'on fasse le bon travail. Donc, je me suis mis en lien avec toutes les orgas, dont Victoire Populaire et pas mal d'autres avec qui je travaille sur la partie politique. Et je leur ai dit, ok, moi, j'ai besoin de soutien en stratégie parce que... Voilà, j'ai 400 influenceurs qui attendent. Derrière moi. Genre, on peut faire quelque chose, quoi. Et voilà, et avec aussi quelques influenceurs du groupe qui sont engagés, politisés, et tout ça. Enfin, j'ai pris les infos de partout où elles pouvaient venir. Et en gros, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de choix. Ils sont 400. Je vais, genre, 1 fois par jour, envoyer un petit message général pour dire aujourd'hui ce que vous pouvez faire c'est ça les posts qui fonctionnent bien c'est ça et si vous voulez parler de telle thématique on se retrouve dans tel groupe et puis après j'ai créé un peu des sous-groupes et voilà, mais c'était de la totale impro honnêtement qui a incroyablement bien fonctionné. J'avais pas prévu de parler quand j'ai commencé à faire ce truc avec les influenceurs, pour moi, on allait faire un petit truc de notre côté pour essayer de sauver les meubles. Et puis, c'est devenu tellement énorme que du coup, j'ai décidé de
juste faire un reporting pour voir un peu tout ce qu'on avait fait, essayer un peu de capter quoi, d'où ça venait et ce qu'on pouvait en faire après. Et voilà. Donc je sais qu'on a plus ou moins touché entre 35 et 40 millions de personnes. C'est fou. En un mois. C'est fou, tu vois. C'est vraiment fou. Et c'est une force collective qui est incroyable. Et en fait, moi, ça m'a confirmé. Je le savais déjà que les influenceurs pouvaient s'engager. C'est pour ça que tu fais le job, en Exactement. Mais ça m'a juste confirmé qu'il y avait de la place pour ce que j'essayais de faire là. Et qu'il fallait que je réfléchisse à comment le construire. Autrement que dans l'urgence et autrement que dans un temps où c'était un peu le bazar. Donc voilà. Et en plus après, on était très contents. On a fait une soirée électorale un peu tous ensemble, à Paris, donc avec ceux qui étaient à Paris. On a été contents un jour. Et après, c'est revenu à la normale, mais voilà, c'était quand même... Au moins, vous n'avez pas un gouvernement exclusivement d'extrême droite. Oui, c'est vrai. C'était ça le risque, quand même. Hein. Bien sûr, c'était ça le risque. Après, en vrai, tu vois, je dis aussi que cette campagne, elle est circonstancielle, parce que je sais que si ça réarrive demain, vu la déception qu'on vient de se manger, genre, le NFP a gagné, et on n'a jamais été écouté. Donc, je sais que là, remobiliser des gens après ça... Enfin, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Mais tu as quand même des armes, tu sais comment ça fonctionne, ça a dû être super éducatif, tu as dû apprendre énormément pendant ce mois et tu as mis ta vie en pause en plus. Enfin, toi et Matt et tous les gens qui animaient vraiment cette campagne, vous étiez sur tous les fronts. Nous, en Belgique, on faisait que voir ça, vu qu'on partageait quand même des contenus parce qu'on a des audiences qui sont francophones, mais on participait pas activement. Mais on voyait, c'était en ébullition. Moi, j'étais alimentée aux élections françaises, mais toutes les 10 minutes, il y avait quelque chose de nouveau. Vous copostiez tous ensemble plein de posts, du coup, vous avez une portée énorme. C'est fou. Enfin, vraiment, tu dois en tirer énormément d'apprentissage. Et même si, comme tu dis, on recommence demain, ça porte pas les mêmes fruits, tu sais quand même comment ça marche et quel levier actionner pour avoir quand même une issue qui soit pas l'extrême droite, en fait. Je sais pas si on est capable d'avoir une issue qui soit pas l'extrême droite. Honnêtement, je sais pas, tu vois. Mais oui, j'ai énormément appris. Alors déjà, désolée de vous avoir spammé pendant un mois. Non, mais moi, ça m'a fait tellement chaud au cœur de voir qu'il y avait moyen, en fait, de se regrouper et de se mettre à fond sur les sujets progressistes et de les faire vivre pendant un mois. Parce que moi, du coup, le 9 juin, c'était les élections européennes, mais c'était aussi fédéral et régional en Belgique. Y avait tout. Donc, moi, ça faisait 3 mois que je, entre guillemets, faisais campagne. Donc, moi, au 10 juin, j'étais épuisée. Votre couillon de président qui dissout l'Assemblée, c'était le coup de grâce, quoi, vraiment. Mais c'était abusé, hein. Vraiment, ce jour-là, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, j'étais là, en mode... En plus, j'étais... j'étais en date. Et je rentre de mon date, et je vois ça, et j'étais en mode... Mais allez, on n'a pas le droit de respirer, en fait, tu vois. Bref, c'était insupportable. Mais du coup, depuis, t'es devenue une icône. Non Mais si, vraiment, je le dis vraiment, je pèse mes mots, parce que t'as été invitée, il me semble, au Canada et aussi, je ne sais plus dans quel pays d'Amérique latine, pour parler de ça, de ce que t'as fait pour les élections législatives en France. C'est énorme, je veux dire, outre-Atlantique, ça a eu de l'écho, ce que t'as fait. Ouais, il y a... d'autres activistes et d'autres militants politiques dans le monde qui ont entendu parler de ça. Et je pense que, en fait, en 2024 ou 2025, l'influence, tu vois, c'est un sujet qu'on a partout. Et comme nous, on a un peu réussi, effectivement, du coup, ça les intéressait. Donc, c'est cool. Après, il y a quand même un truc... ça m'a beaucoup... appris aussi cette expérience internationale, c'est que honnêtement nous ce qu'on a fait, on l'a fait dans un privilège monstre et franchement quand je suis allée raconter ce qu'on a fait en Amérique du Sud il y a des gens qui m'ont dit mais c'est très mignon hein, mais nous si les influenceurs ils prennent la parole ils meurent en fait, donc j'étais genre ah ok je vais rentrer chez moi du coup. Désolée. Non mais tu vois ça c'était trop bien parce que effectivement le un mois de campagne m'a appris beaucoup de choses et je suis ressortie de là en mode ok, je sais les erreurs que j'ai faites, je sais ce qui a fonctionné, je sais comment on peut essayer de
d'en tirer quelque chose. Et puis après, il y a eu ces sollicitations internationales. Ça m'a un peu humble, tu vois, où j'étais en mode... Bon, en fait, je sais pour la France et peut-être la Belgique. Et le reste, on verra. Le reste, peut-être pas. Non, mais c'est des... En fait, je pense que personne n'a de méthode miracle parce que chaque pays est différent, chaque culture est différente et tout. Mais juste, partager cette méthode. Et en fait, aujourd'hui, je suis encore en contact avec certaines personnes qui sont en mode on aimerait bien monter un truc d'influence sur tel ou tel sujet et tout. Et je les aide dans la méthode et je suis en mode mais franchement, voilà moi ce que j'ai fait. Et puis... essayez, puis faites à votre sauce, puis si ça marche pas, on essaiera autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode universelle sur ce qui s'est passé pendant les législatives. Et d'ailleurs, comme je te disais, je pense même que ça n'arrivera plus. Donc voilà, je pense bien qu'il faut en tirer tout ce qu'on peut, mais rester quand même conscient que ça va trop vite, quoi. Et que on a de la chance que ce soit arrivé. Genre l'année dernière, vraiment. Et il y a quand même eu un événement un peu fou pendant cette campagne, c'est que donc l'influenceur, le premier youtubeur de France, et deuxième maintenant, mais les premiers dans nos cœurs. Squeezie a donc fait un post et a appelé à voter contre l'extrême droite. Ouais, bah ça c'est trop bien. Je pense que il y avait tellement d'influenceurs qui prenaient la parole sur le sujet, qui repartageaient des choses et tout, que il y a eu un peu... parce que même nous, dans le groupe d'influenceurs, il y avait ceux qui étaient déjà engagés et tout, mais il y avait aussi des mainstream, un peu très grand public et tout. Et je sais pas, et encore une fois, j'ai pas la prétention de quoi que ce soit, mais je me dis qu'il y a sûrement eu une dynamique de... Putain, les influenceurs en parlent. Ça veut dire que tous les influenceurs peuvent en parler. Et que du coup, voilà, il y a eu une espèce de petite prise de conscience de l'urgence et aussi de la capacité des influenceurs à jouer un rôle, quoi. Et donc, je pense que peut-être le fait que Squeezie ait pris la parole, ça vient de là. Peut-être pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que sa prise de parole a déclenché plein d'autres prises de parole. Parce que lui, c'est un peu en mode... Enfin, tout le monde attendait que... En gros, il légitime tout le reste, tu vois. Genre, lui, c'est un peu le roi. Et donc, si lui prend la parole, ça veut dire c'est pas si risqué. Enfin, genre, on peut le faire, tu vois. Et du coup, derrière, son post a été repartagé de ouf et ça a eu un impact dingue. Donc, ouais, ça, c'est assez dingue ce qui s'est passé à ce moment-là. Tellement dingue que Jordan Bardella a répondu, d'ailleurs, ridiculement, mais il l'a fait. Et non, c'est assez ouf. Mais franchement, toute cette campagne, elle était dingue. Et honnêtement, moi, j'ai pas les capacités de faire une analyse de tout ce qui s'est passé. Mais peut-être que dans genre 10 ans, on en reparlera et on sera en mode putain, vous vous rendez compte quand même? Ben, moi, je suis déjà comme ça. Hein. Ah ouais? Moi, je suis déjà en mode ce qu'ils ont fait, c'est fou, quoi. Ah ouais? Ah oui, mais en Belgique, les gens étaient tellement admiratifs de tout ce que vous étiez en train de faire. Mais surtout, nous, on était dans un autre mindset. C'est-à-dire la gauche venait de se manger dans les élections en Belgique aussi, parce qu'il n'y a pas de pays qui échappe à ça en Europe pour le moment. Et donc, on voyait que vous aviez un peu comme une seconde chance. Limite, on vous enviait. On voyait bien que c'était dur et que c'était beaucoup d'énergie et que vous êtes beaucoup à avoir mis vos vies en pause pour faire vivre cette campagne. Donc, vraiment, ça... on le sait, c'était dur et encore plus, on dit encore plus merci de l'avoir fait. Mais en Belgique, il y avait une forme de... On avait un peu la FOMO, tu sais. Ouais. Ben parce qu'on parle la même langue, on a les mêmes refs, on a la même pop culture. Pour nous, Squeezie, il est français, mais peu importe, en fait, finalement, ça reste un youtubeur super connu que énormément de Belges suivent. Et donc, le voir prendre position pour des élections dans son pays, c'était fou, quoi, vraiment. Même pour nous, hein, c'était fou, tu vois. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé aussi avec des gens ici, parce qu'en fait, moi, j'ai mené la campagne entre les deux, puisque je vis entre Bruxelles et Paris. Donc, il y avait aussi des moments de la campagne où j'étais ici à Bruxelles et j'en parlais avec les gens et j'étais en mode, mais attendez... Et en même temps, tu vois, la différence, c'est le rapport politique France-Belgique qui me fascine, parce que nous, on vous envie plein de trucs aussi. Genre le cordon sanitaire. Non, mais tu vois, il y a quand même un truc où on parle la même langue, mais on est deux pays graves différents, avec des visions différentes, même de la manif et tout. Alors après, vraiment, à Bruxelles, je pense que c'est c'est similaire. C'est particulier, tu vois, par rapport au reste de la Belgique, mais je connais pas assez pour dire. Et bref, genre, nous, en France, on le faisait en mode, on était la tête dans le guidon, en fait. Franchement,
moi, j'étais là. Effectivement, j'ai mis ma vie en pause. Mais parce que c'était trop urgent, en fait. Je pense que n'importe quel job que j'aurais fait, j'aurais pas pu rester les bras croisés, tu vois. Donc, voilà. Mais on était dans le guidon. Et avec Matt, on a passé des journées entières. Juste, on s'est même pas lavé, on s'est même pas habillé. On était que là à écrire des trucs, faire des calls et tout, genre pour essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être le plus efficace. Et du coup, quand je revenais à Bruxelles, ça me faisait un peu comme sortir d'un coup de tout ça, et où les gens me disaient putain, c'est quand même fou ce que vous êtes en train de faire. Et moi j'étais là, ah ouais, mais attends, vous avez vu, mais je comprends pas. Et du coup, le fait de moi d'avoir les deux visions, ça m'a, je pense, grave aidé aussi. Et le fait de pouvoir revenir à Bruxelles, ça m'a grave aidé aussi. Mais ça m'aide tout le temps. J'aime trop Bruxelles, c'est vraiment mon petit havre de paix. On y est bien, c'est Oui. progressiste. Pas suffisamment, mais... Mais juste parce que je vois que le temps file, j'avais envie d'aborder un dernier sujet avec toi qui est celui de la Palestine. Ouais. Tu t'es mobilisée jour 1 sur... Non, pas jour 1. Mais relativement tôt. Tu as mobilisé des influenceurs très tôt. Oui, Tu as été une des premières à mobiliser des influenceurs. Maintenant, tout le monde parle, enfin tout le monde, malheureusement pas tout le monde, mais beaucoup de monde parle de la Palestine et c'est tant mieux. Mais il a fallu quand même du temps avant que certaines personnes osent prendre la parole et j'ai l'impression que tes talents, c'est eux qui ont pris la parole dans les premiers. Dans les premiers de ces dernières années, tu vois, parce qu'en fait, bien sûr. Ouais, le truc, c'est que même nous, on a... Quand c'est devenu un gros truc après le 7 octobre, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on n'était pas des spécialistes et qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet depuis très longtemps avant nous. Donc notre position à tous était très claire et elle a toujours été très claire depuis le début. Donc on s'est dit, ok, on va essayer de en parler à nos communautés. Aussi parce que, en fait, nous, ce qui nous fait peur et ce dont on a conscience, c'est que... avec les influenceurs avec qui je travaille, on représente un peu un genre de contre-pouvoir, tu vois. Les influenceurs engagés sur les réseaux, c'est l'alternative aux médias traditionnels qui font de la désinformation. Majoritairement sur ce sujet-là, c'est de la manipulation, c'est de l'instrumentalisation, donc... c'est de la propagande. Ouais, voilà. Donc du coup, on se disait, est-ce qu'on peut tenter de prendre un rôle avec ceux qui font ce taf-là depuis très longtemps, mais je veux dire, nous, d'utiliser nos audiences pour relayer et puis partager ce discours-là. Et donc voilà, mais on l'a fait pareil assez naturellement, parce que ça prenait une ampleur où on ne pouvait pas attendre. Puis là, depuis quelques mois, effectivement, pareil, il y a un groupe que j'essaye d'alimenter régulièrement quand je vois qu'il y a des choses importantes, des mobilisations importantes, quand... on veut interpeller sur la situation. En vrai, on interpelle tout le temps sur la situation et tout le monde est en train de crier, de hurler pour essayer que quelque chose se passe. Mais je pense que en fait, ce groupe-là, c'est genre une brique à l'effort collectif, tu vois. Et que c'est cool qu'il y ait aussi des influenceurs qui se disent moi, ma brique, du coup, ce sera de partager des trucs. Et pareil, on fait des cross-posts pour toucher des nouveaux publics. On échange aussi beaucoup sur... ce qu'on pense, comment on se sent. C'est vraiment un endroit qui est militant avant d'être un endroit d'influence, tu vois. Mais pareil, il y a des influenceurs d'un peu partout et c'est trop cool. Vous en parlez beaucoup et c'est tout à fait normal étant donné l'ampleur de la situation. Mais je suis sûre, il y a plein d'agences qui te regardent en se disant comment elle ose. Parce que c'est un sujet tellement touchy, tellement complexe et en même temps, quand ta boussole, c'est les droits humains, ça simplifie tout. Et je pense que c'est ta boussole. Mais toi, en tant qu'agence, je veux dire, t'as pas peur, quoi. Tu t'y vas quand même. Et comment, pourquoi ? Je connais la réponse, hein, mais j'ai envie que tu la dises, quoi. En fait, moi, il y a un truc qui est très clair. C'est que si l'agence ferme demain, je veux pas m'arrêter. Si je n'ai plus de clients parce que j'ai défendu quelque chose qui me tenait trop à cœur, c'est pas grave. J'ai aucune ambition ni pour moi ni pour mon agence que celle de faire ce qu'on peut là, maintenant, tout de suite. Ça me donne une liberté de dingue. Parce que du coup, j'ai pas peur en fait. Si demain, je perds tous mes clients parce qu'on vient de faire 6 posts sur le sujet du génocide, c'est pas grave. Genre, je reviendrai à un job qui est pas engagé, puis je serai activiste à côté.
je m'en fiche. Et en fait, quand on reçoit des messages de haters, des trucs, très souvent les gens me disent on va faire fermer ton agence et tout. Genre, fais-le. J'en ai rien à faire. Effectivement, c'est mon bébé, j'ai beaucoup travaillé pour et tout, et voilà. Mais je ne le fais pas dans un but de devenir une référence ou... très sincèrement, hein, si tout doit s'arrêter parce que j'ai pris une position trop forte pour le reste du monde, c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, ce truc-là me donne une liberté incroyable. Et du coup, franchement, je m'en fiche. Je pense que c'est un parfait mot de la fin, mais si je peux juste rebondir et te dire un dernier truc là-dessus, c'est que c'est parce que tu veux pas être une référence que t'en es une, en fait. Et merci beaucoup d'être venu au micro d'Épicéa. Merci à toi. Bye. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.